Vous écoutez Fondation Signature, le podcast. Dans ce nouvel épisode, nous recevons un duo au cœur d'un quatuor, le quatuor Magenta, finaliste du prix Fabuleuse Signature 2025, l'une des formations les plus prometteuses de sa génération. Ces 4 musiciennes, venues d'horizons différents, sont unies par une même exigence musicale et une vision moderne du quatuor à cordes. Engagées dans la création contemporaine, elles œuvrent également à la remise en lumière d'un patrimoine musical encore trop méconnu. Je suis en compagnie d'Ida Derbès et Claire Paslano, respectivement premier violon et altiste du quatuor Magenta. Bonjour à vous deux. Bonjour Julie. Magenta est une couleur vive, ainsi qu'un célèbre boulevard parisien, Paris, ville cosmopolite où se croisent des trajectoires multiples comme les vôtres. Comment cet environnement commun a poussé 4 jeunes femmes à s'engager dans la formation d'un quatuor ? Je pense tout d'abord qu'on a commencé à faire du quatuor parce qu'on avait cette passion. C'est un répertoire qui est absolument fantastique. Et on s'est lancé dedans sans se connaître, complètement par hasard, à la sortie du CNSM. Et ça a été une rencontre assez fantastique de 4 chemins. Et l'idée était de grandir ensemble autour du quatuor à cordes et de son fantastique répertoire. Justement, comment on trace un seul chemin à 4 ? C'est toute la particularité du quatuor à cordes qui demande en fait à 4 unités de devenir une seule, enfin 4 unités de devenir une seule entité. Et c'est un peu un abandon de soi. On devient chacune un quart de quelque chose. On pense souvent on remarque que on oublie souvent les noms des individualités d'un quatuor. On va parler du quatuor Eben, du Bien quatuor sûr, Modigliani, oui. mais en fait, les noms des 4 individus, on les oublie, et c'est justement ça qui est très beau dans le quatuor à cordes, c'est cette fonte d'entité qui en devient une grande. Et pour vos rôles, comment ils se construisent au sein de ce quatuor ? Alors on a vraiment des rôles qui sont très distincts, pas forcément visibles de l'extérieur, mais musicalement, chaque instrument a vraiment un rôle à trouver. Après, 4 personnes pour faire de la musique, c'est quand même assez peu, et donc on est tout le temps dans quelque chose de très polyvalent. Il faut changer de rôle en permanence, donc c'est quelque chose d'hyper évolutif, qui est passionnant à travailler et qui est hyper challengeant. Et après, dans le côté un petit peu extra-musical, parce que le quatuor, c'est aussi un peu une micro-entreprise, c'est du travail, autre que la musique pure. Là, on est dans quelque chose qui est plus réparti de manière égale en fonction des qualités de chacune. On a chacune nos responsabilités et nos qualités qui sont mises au service du groupe. Le premier violon est-il un petit peu à la présidence, entre guillemets, de ce quatuor, où vous avez quand même une sorte de balance, d'équilibre ? Non, alors on est plutôt pour une démocratie. Je crois que cette idée du primarius, elle s'efface au fil du temps. On avait ça beaucoup chez Quatuor Amadeus, chez les très grands anciens, même encore chez les Hans Bamberg. Tout ça s'étiole un peu pour arriver à quelque chose de beaucoup plus équilibré, sans doute. Et je crois qu'en tout cas, nous, on le cherche très fort, cet équilibre-là, que ce soit dans les répartitions des voix, que ce soit dans une répartition même humaine je sais pas, même très pragmatiquement dans le travail ou dans la performance, de quelque chose de très démocratique, très, très égal. C'est une vision moderne ? C'est une vision moderne. Après, c'est aussi, pour moi, c'est du bon sens. C'est-à-dire que le primarius a aussi déjà énormément de travail à lui tout seul simplement dans la manière dont le quatuor est écrit, et que ça paraît assez évident, du coup, de ne pas lui laisser toutes les responsabilités autres que celle-ci, parce que c'est déjà beaucoup de galipettes et de virtuosité nécessaire. Donc, on essaye de l'aider au maximum. Un mot peut-être sur vos instruments qui ont une particularité, je crois. Oui, ça fait maintenant 6 mois qu'on joue sur un fantastique quatuor qui s'appelle le Quatuor de Vougeot. Il nous est prêté par le fonds instrumental Clos Vougeot. Et ce fonds instrumental a commandé ces 4 instruments à un très grand luthier qui s'appelle Stefan Peter Greiner et qui fait des instruments modernes fantastiques. Et les 4 instruments ont été construits à partir des 2 mêmes arbres et sur un même modèle, donc le modèle de Stefan justement. Et ce sont 4 instruments fantastiques qu'on a reçus. Ça nous a énormément apporté en cohésion de son. Bien sûr, oui. Donc en plus, le storytelling est fantastique parce que 4 instruments faits du même arbre, c'est quand même très beau et très rare, Et surtout. très rare, ouais. D'autant plus que le dos du violoncelle a été fait d'une seule pièce, ce qui est d'autant plus D'accord. rare parce qu'évidemment, le dos du violoncelle étant le plus grand. C'est 4 instruments fantastiques et on a une grande chance qui nous a été prêtée.
Et le Clos Vougeot nous apporte aussi beaucoup de soutien en dehors du quatuor, parce que c'est un peu comme Signature finalement. On a rejoint une petite famille qui nous a accueillis les bras ouverts, et donc on joue au festival du Clos Vougeot en juin. Si vous êtes bourguignon, n'hésitez pas à chercher sur notre site internet. Très facile à trouver, quatuormagenta.com. Vous êtes les héritières d'une grande tradition du quatuor. Vous avez la chance de pouvoir grandir auprès de quatuors de référence comme les quatuors Eben, Modigliani et plus récemment Van Cuyck. Que vous apportent ces rencontres dans votre construction ? On est très, très, très chanceuse d'avoir été parrainée par de si magnifiques quatuors. Déjà, au début de notre formation, c'était une aide immense que de pouvoir travailler avec eux, qui nous partagent leur savoir, leur savoir-faire, leurs histoires aussi. C'est quelque chose dont on parle sans doute encore trop peu, de ce que c'est réellement de vivre à 4, de vivre en quatuor, et de pouvoir partager ça et poser des questions à des gens qui font ça depuis 20 ans, 25 ans. C'est une chance vraiment gigantesque. Et chaque quatuor a vraiment eu un apport différent pour nous. On a une relation qui est très spéciale avec chacun de ces quatuors et des autres qu'on fréquente. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la communauté de quartettistes, où en fait on peut effectivement discuter des sujets qui sont difficiles à deviner quand on est à l'extérieur de ce petit milieu, parce que c'est des réalités du quotidien qui sont difficilement descriptibles. Effectivement, d'être tout le temps en voyage ensemble, de se connaître par cœur. Il peut y avoir des tensions, il y a aussi des très bons moments. Enfin, d'avoir vraiment ce côté de vie quotidienne qui est partagé. On se rend compte que chez les autres quatuors, chacun a sa version de ça, et qu'on peut en tirer des choses merveilleuses quand on les met en commun entre groupes. Alors, le Quatuor Magenta était finaliste du prix Fabuleuse Signature 2025 et vous intégrez de ce fait le Cercle Fabuleuse. Vous avez joué à la Philharmonie au cœur de l'installation Captif du temps de l'artiste tchèque Elžbeta Wolfová, c'était en février dernier. Également membre de ce cercle composé d'artistes internationaux. Parlez-nous de cette expérience. Alors déjà, on est très honorés d'avoir rejoint cette espèce de famille artistique qu'est le Cercle Fabuleuse Signature. C'est assez unique dans le paysage artistique français. Il y a vraiment ce côté de réseau, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on partage des moments artistiques qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de partager, comme effectivement cette exposition de Elžbeta, où du coup on a apporté nous notre touche musicale à son exposition, qui du coup elle est artiste plasticienne, et il y a ce côté de plus, je dirais, une utilisation des volumes que nous on peut pas en tant que musicienne, mais il y a vraiment une complémentarité des arts. Ça, c'est un truc qui nous intéresse beaucoup, qui nous passionne, auquel on réfléchit beaucoup aussi de notre côté. Donc on est ravis que dans le cadre de Signature, on ait pu aussi expérimenter ça à cette occasion, et puis rencontrer ces artistes, les autres lauréates. Voilà, c'est une grande chance pour nous. Un extrait de votre nouvel enregistrement La Jeune Fille, composé par Raphaël Merlin, disponible sur toutes les plateformes. Alors parlez-nous de cette première commande, le Quatuor Magenta. Alors cette première commande, elle est très très importante pour nous pour beaucoup de raisons. La première, c'est qu'on l'a passée à Raphaël Merlin, qui est donc le violoncelliste fondateur du Quatuor Eben, Oui. qui est un des premiers aussi à nous avoir coachés à nos débuts, qui continue d'ailleurs de le faire. On a également joué avec Raphaël et on connaissait évidemment ses compositions qui sont toujours exceptionnelles. Donc elle était très importante parce qu'on l'a passée auprès de lui. Il l'a accepté avec évidemment grand plaisir, et c'était une très très grande chance, et on était très très honorés qu'il nous l'écrive. C'est une commande aussi très importante pour nous parce qu'on l'a jouée lors de la Biennale des Quatuors à cordes en 2026. C'est la deuxième fois. Au mois de janvier à la Philharmonie de Paris. Exact. C'est la deuxième fois qu'on jouait à cette Biennale. Et donc créer une œuvre d'un grand quartettiste dans cette Biennale, c'était juste génial. On peut pas faire beaucoup mieux, ouais. Et ça lance en fait le quatuor dans une dynamique de commande en fait, et de défense du répertoire contemporain, parce qu'on croit très fort en ce répertoire. La Jeune Fille, c'est aussi intéressant
musicalement, en termes de référence, et puis dans cette relation qu'on a avec Raphaël, parce qu'évidemment, quand on commande quelque chose, on ne sait pas du tout ce que ça va être. On lui a laissé complètement carte blanche sur le contenu. Et donc, il nous a proposé cette pièce, ce titre. Ça nous a un peu fait sourire, évidemment, parce que y a ce côté où, évidemment, on est un quatuor féminin, donc il y a cette référence à nous, notre ensemble, qui est assez émouvante. Et c'est évidemment aussi une référence à La jeune fille et la mort de Schubert. Donc, on parlait de grande tradition du quatuor, là, on est en plein dedans. Et il y a ce côté, donc, insouciance d'effacer la mort dans La jeune fille tout court, qu'on trouve vraiment très, très marrante. Alors, il y a ensuite, dans la création contemporaine, tout un aspect de dépassement de cette tradition, avec aussi des nouveautés, on va dire, techniques. Et la grosse surprise de cette commande, pour nous, ça a été qu'il y a toute une partie qui demande de siffler en même temps qu'on joue. Et ça, c'était une première pour le quatuor, et pour beaucoup de quatuors en général. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Pour l'anecdote, Raphaël avait oublié de nous demander si on savait toutes les 4 siffler, ce qui n'était pas le cas. C'est vrai. Ça aurait peut-être valu le coup de vérifier. C'est pas une évidence. Voilà. Alors, bon, il se trouve que nous, on adore se dépasser et que donc Elena, notre violon 2, a appris à siffler pour cette commande, comme quoi tout est possible. Mais donc voilà, il y a ce côté donc référence à Schubert. Il y a aussi d'autres citations à Beethoven, à Fauré, parce que Raphaël, j'ai envie de dire, c'est un gros cerveau. Il se passe beaucoup de choses dans la tête de Raphaël. Il a beaucoup de références par son expérience de quatuor, mais aussi parce que c'est un très bon jazzman. Oui. Donc il y a toute cette influence-là dans sa musique aussi qui est hyper chouette à retrouver. Et ça crée une musique qui est vraiment à part, avec à la fois la grande tradition et beaucoup de choses qui partent dans tous les sens. Donc c'était un grand plaisir à débroussailler pour nous dans cette création. Dans notre relation à Raphaël et à l'origine de cette pièce, il y a aussi la Fondation Singer-Polignac, qui est donc une fondation, mais aussi un lieu de répétition, qui est l'endroit où on travaille, nous, toutes les 4, au quotidien, et où Raphaël nous a fait rentrer, il nous a cooptés. C'est aussi le lieu de répétition des Ébènes et de plein d'autres grands artistes français. Donc, c'est vraiment un lieu qui est important pour nous aujourd'hui et pour beaucoup d'artistes. Et à l'origine de cette fondation, il y a une figure, la figure de Vinaretta Singer, princesse de Polignac. Alors, sous ce nom pompeux, il y a une femme incroyable qui était mécène et vraiment actrice des arts, j'ai envie de dire, au début du XXe siècle. Elle était très amie avec Fauré, Stravinsky, plein de grandes figures artistiques. Qui lui ont dédié des œuvres magnifiques. Absolument. Elle-même a commandé de la musique. On lui a dédié notamment La pavane pour une infante défunte. Donc on ne parle pas de n'importe quoi, c'est quand même du très grand répertoire. Et donc, dans La jeune fille, il y a aussi cette figure-là, de Tata Winnie, de cette femme incroyable. La pièce est un peu construite sur la narration de sa rencontre avec le quatuor à cordes, puisque la pièce commence avec une citation un petit peu cachée de l'opus 131 de Beethoven, qui est en fait un concert qu'elle avait vu cette pièce en concert très jeune, et elle relate a posteriori à quel point ça avait été un moment marquant de sa vie. Donc voilà, ça fait partie des citations un peu cachées dans La jeune fille. Donc on le comprend, vous défendez la création contemporaine avec cette œuvre notamment de Raphaël Merlin, et vous défendez également les œuvres des compositrices. Alors j'aimerais savoir comment vous construisez concrètement vos programmes autour de ces choses à défendre. On croit très fort en la nécessité de construire un concert qui serait différent par donc le programme, en incluant des œuvres du grand répertoire qui sont nécessaires, mais aussi, donc, comme tu disais, des œuvres du matrimoine, et des œuvres peut-être contemporaines ou un peu plus oubliées. Effectivement, on se penche énormément, notamment en ce moment, sur une compositrice polonaise qui s'appelle Grażyna Bacewicz, qui est une compositrice fantastique et qui, à la différence de beaucoup d'autres compositrices, n'a pas vraiment été oubliée, en fait. Elle a toujours été jouée, elle a été très récompensée de son vivant. Et elle a écrit 7 quatuors qui sont absolument fantastiques. Et on a à cœur d'ajouter des œuvres de compositrices, mais quand elles nous parlent réellement, quand elles sont... Là, par exemple, le langage de Grażyna est fantastique. Et on le comprend, on l'aime, on a envie de le défendre pour sa qualité compositionnelle et non pas parce que ce serait une femme. D'accord. Voilà, vraiment pour la qualité de ses quatuors et de sa musique en général.
Après, sur la construction des programmes, on se rend compte à quel point ça reste difficile aujourd'hui de convaincre les programmateurs du bien fondé de notre démarche pour ce qui concerne notamment le matrimoine. Et c'est assez frustrant parce qu'aujourd'hui, nous, dans le travail, on est vraiment convaincus de choisir des œuvres composées par des compositrices pour leur qualité musicale, et on les travaille de la même manière qu'on travaille Schubert ou Beethoven, avec la même passion et l'envie de faire passer leur message au public. Et parfois, on est un peu confronté à, j'ai envie de dire, un peu de protectionnisme ou de frilosité de leur part. Alors même que, mis côte à côte, est-ce que vraiment le public fait la différence entre un quatuor de Félix Mendelssohn et de Fanny Mendelssohn? La question se pose réellement. Et pour des compositrices comme Batsevich, en fait, il faut le tenter. Il faut le tenter pour savoir quelle est la réception. Et nous, par l'expérience, on sait que c'est de la musique qui plaît énormément. Mais il faut réussir à passer plusieurs barrières mentales chez les programmateurs, chez le public aussi, qui peut avoir un peu, j'ai envie de dire vulgairement, un peu la flemme, en fait, d'aller voir un concert où ils connaissent pas trop ce qui est programmé. Et donc, ils vont aller vers quelque chose de plus confortable en se disant « Ah un concert Mozart, c'est quand même un peu plus rassurant », alors que c'est pas forcément la musique la plus facile à écouter aujourd'hui. Le Mozart, Haydn est quand même vraiment très drôle, mais on essaye d'un peu de déconstruire ces idées reçues en faisant cohabiter dans nos programmes du grand répertoire qui va venir un peu soulager et les programmateurs et les publics, un peu comme ça pour les mettre en confiance, et puis mettre un peu des expériences autour, des choses que nous, on a vraiment envie de défendre ou faire découvrir et qui vont un peu questionner les publics, que ce soit sur les questions de féminisme, en jouant des compositrices, ou alors en les déstabilisant sur ce qu'ils pensent être le quatuor à cordes, parce qu'ils ne s'attendent pas non plus à voir un quatuor siffler, et voilà, ils y sont. Il y a autre chose auquel on porte une attention très particulière et on croit très fort aussi en ça. Donc déjà, comme disait Claire, d'élaborer des programmes, des répertoires de concerts qui seraient vraiment intéressants et justement un peu novateurs, mais aussi essayer de casser la barrière entre l'interprète et le public. Et on croit très fort en fait, parler au public et leur dire, alors vous inquiétez pas, vous connaissez pas Grażyna Bacewicz, vous savez absolument pas qui c'est, mais déjà, c'était une femme fantastique, et asseyez-vous, écoutez-moi, et vous allez voir, c'est génial. Et pour quelles raisons? Donc vous êtes dans la médiation au cœur de vos concerts. Vous prenez la parole pour parler au public et leur expliquer ce qu'ils vont écouter. Exactement. Et on croit vraiment en ça, et je crois même qu'un quatuor de Mozart a besoin d'explications. Je pense vraiment que si on réfléchit exactement au contexte dans lequel il a été écrit, que ce soit dans la vie de Mozart ou que ce soit juste dans la vie, dans le paysage, par exemple, européen de son époque, ça explique énormément de choses. Et je crois qu'en attirant l'attention du public, pas uniquement sur 4 nanas qui sont assises sur une scène et qui vont faire de la musique, mais sur autre chose, c'est capter un imaginaire, et c'est une manière de faire une petite transversalité, peut-être, entre l'histoire de la musique et ce qu'on va leur jouer là, vraiment. On parle souvent de clé d'écoute, c'est un peu le mot valise de la médiation, mais pour moi, ça a un sens réel, au sens où c'est donner vraiment des outils au public, justement quand il se sent pas vraiment armé face au répertoire qu'on lui propose, pour qu'il puisse se dire « Ok, je suis tout à fait capable d'écouter ce truc parce qu'on m'a donné 3 choses à chercher dans la pièce, un contexte, un paysage de composition de cette musique-là, et je me sens compétent, en fait, pour écouter ce truc et l'affronter ». Et c'est vrai que d'autant plus dans des répertoires comme Mozart, parfois on se dit que c'est pas la peine, alors qu'en fait, on est à des années-lumière de penser comme le public pensait quand il écoutait Mozart, comme de la musique contemporaine, et qu'il faut encore plus mettre un traducteur, en fait, juste pour pouvoir profiter du discours comme il est conçu dans la musique de Mozart. Nous, on pense vraiment que c'est nécessaire, et dans nos actions, il y a aussi beaucoup de médiation au sens d'aller jouer pour des publics qui sont pas le public hyper mélomane parisien. Et c'est les situations où on se rend compte vraiment de l'importance de prendre ces temps de parole qui peuvent être très courts. On veut surtout pas passer dans quelque chose qui serait hyper professoral. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment pas l'objectif. Et justement, c'est autre chose à casser un peu dans les clichés de musique classique. Mais ça peut être très spontané, très direct, très facile. Ça peut être drôle. Moi, j'aime bien faire rire mes publics. Faut prendre le risque. Des fois, il y a des blagues qui flopent, mais il faut y aller. Il faut tenter. Mais en tout cas, ouais, dans des cadres qui sont un petit peu décalés par rapport à la salle de concert traditionnelle, c'est génial de vraiment
aller chercher le public pour l'investir dans une écoute active, parce qu'on voit à la sortie à quel point les gens sont surpris en fait d'à quel point ils vivent des choses dans un concert de musique classique, ils s'y attendaient pas. Donc ouais, ça c'est vraiment un truc qui, je pense, qui nous fait vibrer particulièrement. Et vous avez un retour d'expérience de ce public qui, en fin de concert, vient vous voir, vous remercie peut-être pour ses explications? Honnêtement, quasiment à chaque fois, et quelques membres du public vont nous dire: «Ah là, merci de nous avoir expliqué ci, ça, ah j'ai repéré effectivement, ah est-ce que la citation c'était ça?» Ah et c'est génial en fait, parce que ça fait un échange qui est beaucoup plus réel que simplement: «Ah bah bravo, félicitations, ah super, merci, voilà, au revoir». Il y a quelque chose, il y a vraiment un échange et une réflexion qui commence à être sur le fond de la musique vraiment, et nous, vu le nombre d'heures qu'on passe à essayer de s'expliquer déjà à nous comment on comprend les œuvres, comment on a envie de les montrer, essayer de leur donner une toute petite clé de tout ce travail qu'on a fourni, ça donne la possibilité après d'être encore plus récompensé du travail, parce que s'ils nous disent: «Ah, j'ai compris, j'ai vu», c'est gagné. C'est hyper gratifiant. Ouais. Nous allons terminer cet entretien avec un questionnaire léger qui n'en demeure pas moins sérieux pour connaître les musiciennes dépouillées de leurs archets. Vous êtes prêtes? Quel est le guilty pleasure musical du Quatuor Magenta? Oh là là. Je pense que déjà, on n'a pas du tout les mêmes guilty pleasures musicaux. Ouais. En dehors du Quatuor à cordes, je pense pas qu'on écoute les mêmes choses. Non. Moi, je dirais que mon guilty pleasure, c'est FIP. Voilà, j'écoute FIP. On a quand même un petit penchant pour les bis un peu cheesy. Ah, et ça, oui, c'est très notre bien. petit, la petite touch Magenta quand même. Je crois pas qu'on croit réellement à mettre de la pop dans les concerts classiques. Ouais, bien je sûr. pense pas. Mais pour terminer, et puis ça fait plaisir quand même. Ah Un bah, petit c'est le Over guilty the pleasure. Rainbow. Si vous pouviez inviter une grande personnalité du monde musical à vous rejoindre pour former un quintet, qui choisiriez-vous? Moi, j'ai un objectif qui, je pense, est atteignable. Je pense que ça se fera un jour. C'est François-Frédéric Guy. J'adore ce Ah oui. pianiste. Ouais. Voilà. Donc, c'est mon objectif. Après, on a quand même la chance d'avoir déjà joué avec beaucoup de goals musicaux. Ah ouais. Moi, je pense sinon, quintet à deux violoncelles avec Yo-Yo Ma. Allez, Yo-Yo Ma, si tu nous entends, Mm. écris-nous. Mais parce qu'il écoute le podcast de la Fondation Bien sûr, Signature, je n'en on doute le pas. sait. Un quatuor, c'est une hydre à 4 têtes ou une créature monocéphale à 4 corps? J'oserais pas le répéter, donc la deuxième option. Deuxième. Ah oui, tu dirais. Un deuxième. cerveau, 4 corps. Ah ouais, un peu. Ah, Moi, je quatre pense qu'il y a corps, un 4 cerveau. corps et 4 cerveaux, mais qu'ils sont tous dans un. Vous savez, c'est comment ça s'appelle, les vélos avec 4 pédales Et les tandems? Voilà, un tandem, mais un quadrème. Faut demander à Raphaël, ça. Il connaît Oui, les vélos. c'est clair. Mais il connaît tout, cet homme. Ah, il connaît tout. Il est formidable. Enfin, qu'espérez-vous ne jamais perdre toutes les 4? L'amitié qu'on a construite. Et on se connaissait pas du tout avant, on n'était pas amis. Et on a construit quelque chose, on a grandi autour du quatuor. Et ouais, il faut pas le perdre du tout. Ouais. Et tu disais tout à l'heure qu'on se sacrifiait un peu de nous dans le quatuor, mais je trouve qu'aussi on s'enrichit beaucoup mutuellement avec tous les efforts humains qu'on fait pour cohabiter ensemble. Moi, je dirais ça aussi, cette richesse de partager du temps ensemble. Merci Claire, merci Ida. Merci Julie. Merci Julie. Vous venez d'écouter Fondation Signature, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant et partagez-le autour de vous. Retrouvez toute l'actualité de la Fondation Signature sur le site www.fondation-signature.org et sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt!